directeur général Yaya Diallo va apporter ses éclaircissements. Et sur le PSEJ, le professeur Aminata Diallo et le directeur général Ibrahim Ouad vont aussi vous apporter leur contribution. Donc nous sommes à votre écoute. Bonjour, moi c'est Hamid Diop, journaliste à la RTS. J'ai une question pour M. Diallo. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce partenariat? Ce qu'on peut attendre, c'est déjà la réalisation concrète des actions signées avec ce modèle, c'est-à-dire participer à la sélection des candidats pour le projet, sénégalais et moyen, les accompagner dans la formation aussi bien théorique que pratique, les étudier, les accompagner pendant la phase de création de l'entreprise qui s'appelle et leur permettre de concrètement créer une entreprise et de pouvoir créer massivement de l'emploi. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a des critères pour sélectionner ces candidats? Alors, ces critères, vous les trouverez sur le site du PSJ.net. Je pense que ce sera plus simple. Il faut être sénégalais, avoir un baptisé et être porteur de projet de création. Est-ce qu'il y a un accompagnement côté financier pour pouvoir un peu matérialiser cette partenariat? Oui, je pense que le programme se décline en deux temps. Il y a une phase qui est la phase de formation, donc en entrepreneuriat, comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure, mais également une formation technique dans les domaines prioritaires du PSE. La seconde phase est une phase d'immersion. Cette phase d'immersion est obligatoire. Tout étudiant qui sera inscrit dans le cadre du PSEJ devra faire 6 mois de stage obligatoire au Sénégal ou à l'extérieur. Donc nous avons signé de nombreuses conventions à l'extérieur pour le stage de ces étudiants. Et la troisième phase est la phase d'accompagnement. On a une phase d'accompagnement individuel, mais également une phase d'accompagnement collectif. Quand je dis phase d'accompagnement individuel, il s'agit d'aider les porteurs de projets donc à faire leur business plan et aller jusqu'au financement. Et quand je dis accompagnement collectif, il s'agit de mettre en place une couveuse où on va incuber les entrepreneurs pendant 18 à 24 mois, où on va mettre à leur disposition des pools d'experts, que ce soit en fiscalité, que ce soit en mise en place des entreprises, etc. Et également, évidemment, faciliter l'accès au crédit. Nous ne voulons pas beaucoup communiquer sur cet accompagnement financier, dans la mesure où nous pensons qu'un de nos échecs vient justement de cet accompagnement financier tout azimut, où nous avons eu à donner 17 milliards dans le cadre du FNJ, avec 20% de recouvrement. Je pense que ce n'est pas une success story qu'il faut mettre en avant. Nous pensons dans le diagnostic que ce qu'il faut mettre en avant, c'est la formation et l'accompagnement, parce qu'on sait que 2/3 des entreprises créées au Sénégal meurent avant la 3e année. Donc nous mettons en place des incubateurs d'entrepreneurs pour être sûrs qu'au moment où nous allons les lâcher, que ces gens-là vont pouvoir mettre en place des entreprises viables et durables. Très bien. Une question pour M. le ministre. On sait qu'il y a beaucoup de diplômés chômeurs aujourd'hui qui sont en attente d'emploi. Quelle suite sera réservée par rapport à la carrière? Vous savez, cette réforme a pour objectif évidemment d'apporter une rémédiation à cette situation de diplômés de formation générale ou de formation même professionnelle, mais pas appropriée au niveau du marché de l'emploi. Donc le PSEJ et de manière générale cette réforme va aider à renforcer les compétences de ces diplômés dans les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent, qui sont des secteurs porteurs d'emploi ou porteurs de perspectives de création d'entreprises, donc d'emploi. Et l'autre aspect, il faut le souligner, il y a des actions à l'interne au niveau de l'enseignement supérieur. C'est la création de filières professionnelles, c'est la réorientation de l'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et les formations professionnelles
courte à travers la création de l'université Amadou Mahtar Mbow, de l'université du Sine Saloum de Kaolack, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel et la mise en œuvre des contrats de performance des 5 universités publiques existantes, mais c'est aussi l'orientation nouvelle de l'enseignement supérieur privé. Vous le savez, qui jusque-là était plus tourné vers le tertiaire et qui de plus en plus se tourne vers les formations professionnelles techniques. Voilà un peu le cadre dans lequel nous évoluons. Et évidemment, il faut donner aussi un peu de temps à cela pour que les résultats, évidemment, puissent éclore. Monsieur le ministre, quel est votre message à l'endroit du secteur privé? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce secteur privé-là vienne chercher les diplômés à l'université ou bien à l'école? Je pense que je suis heureux d'être ici à Idialessa, puisque c'est une entreprise modèle. Cette entreprise est allée rencontrer l'école polytechnique de Thiès. Et c'est à travers cette rencontre que la filière informatique et télécommunications est née à Thiès. Et cette entreprise a aussi offert à ses diplômés, à ses étudiants, je dirais, durant leur formation, des bourses. Leur a offert aussi des stages. Et enfin, lorsqu'ils ont eu leur diplôme, leur a offert des emplois. C'est un partenariat idéal. Et je pense que toutes les entreprises sénégalaises devraient avoir ce patriotisme qui, je pense, si vous regardez les pays émergents, que ce soit la Corée, que ce soit Ceylan, que ce soit Singapour, que ce soit même les nouveaux pays émergents d'Amérique latine, etc., ce type de partenariat est, je dirais, le partenariat structurant du développement des relations entre le monde du travail et l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi c'est le partenariat qui est fondateur de l'utilisation des connaissances nouvelles, de l'innovation, sans lesquelles il est difficile d'être compétitif au niveau mondial. Donc j'en appelle à nos entreprises, aux multinationales qui sont chez nous, de s'impliquer avec l'enseignement supérieur, qu'il soit d'ailleurs public ou privé, pour que des stages soient offerts à nos jeunes, pour que des créations d'emplois, et en particulier des créations de formation, puissent se faire conjointement. Il y a déjà Idialessa, mais je peux citer les BTP avec l'école supérieure polytechnique, je peux citer Total avec CESAC, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a quelques exemples, mais il faut les démultiplier. J'ai une question pour madame. Je suis le docteur en chef de l'université de Rondel-Plus.org. Aujourd'hui, les vrais experts économiques disent que l'Afrique a deux chances, c'est-à-dire le secteur agricole et le secteur numérique. Aujourd'hui, cette signature que vous venez de faire, ou la signature que vous venez de parler avec Idéal et PSJE, aujourd'hui, le Sénégal peut attendre quoi sur le plan numérique, concrètement, par rapport aux jeunes? Moi, je peux vous dire, le Sénégal peut être le premier pays numérique en Afrique. Pourquoi? D'abord, les universités sénégalaises ont, depuis le début de l'informatique, créé des formations en informatique. L'école supérieure polytechnique en premier, ensuite l'université Gaston Berger, le département de maths informatique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les 3 nouvelles universités, Thiès, Bambey et Ziguinchor, ont toutes des filières en informatique. L'école polytechnique les a rejoints. L'ISEP de Thiès a créé aussi des filières multimédia et informatique. Aujourd'hui, on peut dire qu'une large palette de formation, que ce soit dans les réseaux, les systèmes d'information, les bases de données, mais il ne faut pas s'arrêter là.
dans les applications de l'informatique et des télécommunications, comme la géomatique, comme l'infographie, comme le numérique 3D, etc. Nous avons énormément de formations et il est important que ceci soit valorisé. Nous avons des entreprises comme Ideal SA qui compétissent au niveau mondial. Nous avons des jeunes qui créent des applications. Je suis bien placé pour le dire parce que l'une des applications les plus populaires au Sénégal, c'est Campus-M. C'est la plateforme Campus-M qui, l'année dernière, a été la seconde visitée au Sénégal. Au niveau, après, comment ça s'appelle, c'est Dynamane. Quelque chose comme ça. Donc, notre pays et la sous-région est en train de nous demander de leur donner Campus-M. Vous savez, nous avons signé déjà avec le ministre de l'Enseignement supérieur du Burkina. C'est pour dire que nous avons, et Ideal SA a des offres dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faisons confiance dans le numérique aux compétences sénégalaises, faisons confiance aux entreprises sénégalaises. Le Sénégal peut créer non pas 10 000 emplois, non pas 100 000 emplois, mais c'est plus d'1 million d'emplois que nous pouvons créer dans le secteur du numérique, allant dans les, comment ils les appellent, les call centers, jusqu'aux technologies de pointe. Nous n'avons pas, comme on dit, à nous sentir, je dirais, inférieurs au Maroc. Ce que le Maroc a créé, le Sénégal peut créer le double ou le triple. Si c'est pour s'adresser à la France, mais du point de vue diction, du point de vue maîtrise du français, les Sénégalais ont une meilleure maîtrise que les Marocains. Donc nous sommes plus compétitifs qu'eux. Mais faudrait-il que nous puissions avoir ce plan, je pense que le ministère de l'économie, des télécommunications et d'éthique est en train de travailler dessus, mais il nous faut un plan stratégique de développement du numérique et une stratégie d'appui à nos entreprises et d'appui aussi à nos structures de formation pour pouvoir réaliser ce chantier de création massive d'emplois. Je pense que je vais laisser compléter M. Ibrahim Ouad, qui connaît très bien ce secteur et qui pourrait apporter d'autres éléments. Monsieur le directeur général. En plus de ce que dit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le numérique en lui-même est pourvoyeur d'emploi, pourvoyeur de valeur. Mais en plus de cela, comme il a dit, sur l'ensemble des secteurs du plan Sénégal émergent, que ce soit du secteur primaire, du secteur secondaire et même dans le tertiaire d'une manière générale, on a besoin de l'économie numérique pour faire les bons que nous voulons. Alors cela est tellement important que quand je regarde ce qui est un peu à la base de cette réforme, le constat qui nous a amené à positionner cette réforme comme étant important dans le PSE, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a une forte décorrélation entre les besoins de l'économie et les produits qui sortaient de tous les ordres d'enseignement. Juste pour donner quelques chiffres, au niveau de la formation technique, c'est pas moins de 850 000 compétences dont le Sénégal aura besoin à l'horizon 2023. Lorsqu'on prend les compétences au niveau du bac, on est de l'ordre de 500 000. Bac plus 2, 3, on est à 200 000. Bac plus 5 et plus 50 000. Donc ça montre que cette réforme elle est extrêmement importante et structurante pour faire advenir l'émergence. Et comme l'a dit le ministre tout à l'heure dans son propos introductif, c'est vraiment l'ensemble des secteurs identifiés comme étant les moteurs futurs du développement économique qui ont été identifiés avec des besoins de compétences extrêmement précis. Donc l'enjeu de cette réforme, vraiment, c'est de préparer les compétences, d'abord dans les filières, comme l'a dit le professeur Diallo, mais aussi de sécréter les conditions de l'auto-emploi. Parce qu'un des points faibles aujourd'hui de nos jeunes, ceux qui cherchent en tout cas de l'emploi,
c'est qu'ils n'ont pas une formation en entrepreneuriat. Et c'est ça la réforme majeure, c'est ça l'enjeu majeur que vient apporter cette réforme. Effectivement, comme l'a dit le ministre, l'une des meilleures portes d'entrée, c'est vraiment le numérique. Parce qu'on a vu dans les grands pays qui ont fait l'émergence que la force d'impulsion a été à partir de l'économie numérique, qui, encore une fois, comme je le dis, en elle-même est pourvoyeuse d'emplois et créateur de valeur, mais en même temps a une force d'irrigation dans le reste de l'économie. Et c'est pour ça que vraiment, aujourd'hui, avec ce premier partenariat entre le PSEJ, j'allais même dire qu'au-delà du PSEJ, c'est toute la réforme. Parce que nous semblons limiter l'enjeu ici simplement à ce programme pilote qui est le PSEJ, mais sur toute la réforme. Le professeur Diallo a la responsabilité de mettre en œuvre la réforme qui s'appelle alignement de l'offre de formation supérieure aux besoins de l'économie. Et ce projet est un projet pilote. Ça veut dire que c'est un premier partenariat avec Idéal, mais en tout cas qui a vraiment montré sa capacité en tant qu'entreprise nationale à pouvoir anticiper sur les politiques. Mais il est vrai que ça va bien au-delà. Donc encore une fois, oui, effectivement, c'est une réforme qui tombe bien à son heure. Et monsieur le ministre, je voudrais profiter de la tribune pour dire qu'on a là le deuxième versant de ce que je considère comme les réformes de l'enseignement supérieur. Vous savez, quand les premières générations de réformes ont été lancées il y a 1 an, 2 ans, les gens ont vu la dimension, ce que j'appelle dire, entre guillemets, négative de la réforme. C'est-à-dire la dimension ajustement. Il fallait assainir le secteur, sous votre leadership et le leadership du président de la République. Il fallait mettre un terme aux niches de gaspillage. Maintenant, nous engageons l'autre versant de la réforme. Comment faire en sorte que le secteur assaini, les produits qui sortent de ce système d'enseignement supérieur, avec tout le réaménagement, comme vous avez dit, la carte universitaire, comment ces produits sont employables et comment ces produits doivent s'apprêter à accompagner la dynamique d'émergence. Je pense que ça, c'est un message très fort qu'aujourd'hui le Sénégal et le peuple sénégalais doivent capter. Nous sommes dans la deuxième versant de la dynamique positive de la réforme du système d'enseignement supérieur. Une dernière question avant le Wolof. Monsieur le ministre, on sait que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, après la formation, sont à la recherche de l'emploi. Aujourd'hui, avec le PSG, c'est l'entrepreneuriat au moins qui est promu. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de communication à faire au niveau de ces jeunes-là? Vous avez tout à fait raison. Il y a non seulement un travail de communication, mais un travail aussi de rupture. Puisque, vous le savez, le directeur général Ibrahim Ouad l'a rappelé, la réforme de l'enseignement supérieur a aussi introduit un nouveau texte d'orientation au niveau des universités, la loi relative aux universités. Et parmi les nouvelles missions des universités figure l'accompagnement de l'étudiant vers l'insertion. Alors qu'auparavant, les universités n'avaient pas cette mission. C'était les écoles d'ingénieurs et les écoles comme l'ex-ENSUP qui avaient cette mission. Donc ceci est extrêmement important et le PSEJ est en train de communiquer, je pense, tout azur. Et d'ailleurs, notre rencontre d'aujourd'hui participe à cela, mais il y aura une grosse communication. Et je peux vous rassurer, le volet communication dans la réforme, à la fois au niveau du PSE, mais au niveau de l'enseignement supérieur aussi, c'est une préoccupation nouvelle. Parce que je peux saisir cette opportunité pour vous dire que depuis 2 mois, nous avons une cellule de communication. Et je remercie d'ailleurs la Banque pour son soutien, qui est coordonnée par Mme Sokna Sissoko Sek, qui comprend 4 autres, un de vos collègues journalistes, M. Amadou Salif Tal, et Mme Fanta Badji, qui est là, caméra woman, et puis un webmaster, web design Diouf, il doit être quelque part, il est là, et un autre Diouf, il y a beaucoup de sérieux dans cette un autre Diouf qui s'occupe de tout ce qui est community manager, donc les réseaux sociaux. Donc c'est pour simplement apporter ce plus pour que le ministère soit plus proche des préoccupations des étudiantes et des étudiants, mais aussi des enseignants-chercheurs, mais aussi des personnels administratifs techniques et de la société. Parce que comme vous l'avez vu,
l'une des innovations, je dirais, de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, c'est de dire que l'enseignement supérieur est une affaire de la société sénégalaise. Ce n'est pas seulement une affaire des acteurs et des bénéficiaires. C'est notre société qui définit l'enseignement supérieur qu'elle veut pour réaliser ses objectifs socio-économiques et culturels. Et donc c'est dans ce sens-là que cette cellule va travailler aussi avec vous. Et je sais qu'au niveau du PSE aussi, il y a tout un volet communication qui est lancé et tout cela va être coordonné pour que, évidemment, la jeunesse estudiantine puisse avoir les bonnes informations. Nous sommes lancés. Non, mais je voudrais juste peut-être revenir sur un certain nombre de repères. Les dates. Vous avez vu que nous avons lancé l'appel à candidature à travers la presse nationale, à travers la presse en ligne, à travers la télévision sénégalaise, au nom vraiment de l'égalité sociale. C'est un projet qui s'adresse à tous les jeunes, notamment à tous les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Cette étape est une étape importante et en termes de com, je pense que nous avons mis le paquet sur la communication, en tout cas pour donner une chance à tout le monde. Deuxième date, qui est une date phare, on ne pourra pas communiquer aujourd'hui, parce que dépendant du calendrier du chef de l'État, c'est le lancement officiel de cette réforme. Parce qu'il s'agit d'un projet du chef de l'État qui va s'adresser à sa jeunesse. Un pays qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de perspective pour la jeunesse, est un pays en dérive. Nous voulons redonner espoir à la jeunesse sénégalaise. Nous sommes fortement engagés dans le cadre de ce programme. Le lancement de ce programme aura lieu en fin octobre par le chef de l'État. Et enfin, le démarrage des cours le 2 novembre fera également l'objet d'une forte communication. Voilà un tout petit peu ce que je voulais rajouter par rapport à la communication. Dire que peut-être que nous ferons différemment en termes de com, mais nous ferons tout pour que la communication se fasse. Mais par contre, je reviens de la Corée. Ils disent 10% de paroles, 90% d'action. Nous sommes dans l'action. Si vous permettez, avant qu'on puisse passer à la version d'offre, j'aimerais juste rebondir sur une question, peut-être qui sera relative à la deuxième phase, que M. Wad a dit que vous avez entendue. Vous ne pensez pas que vous êtes, plutôt que vous allez beaucoup trop vite quand vous dites qu'aujourd'hui vous êtes à la deuxième phase, alors qu'à la première phase, il y a encore des problèmes qui sont là au niveau de l'enseignement, avec et tout. Pas trop compris quand vous dites que vous en êtes déjà au deuxième versant, alors qu'on sait qu'il y a tous des problèmes qui sont là et tout. Oui. C'est pas vite aller en besoin peut-être pour déjà prétendre. Je pense que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vie. Ça, c'est d'abord les Sénégalais doivent le savoir. Vous allez aux États-Unis, il y a des problèmes. Vous allez en France, il y a des problèmes. Mais ce qu'il faut regarder, qu'est-ce que vise la réforme et quels sont les résultats que la réforme a obtenus. Que vise la réforme? Je vais la synthétiser en une phrase toute simple. C'est faire en sorte que le jeune qui étudie au Sénégal n'ait aucun complexe par rapport aux jeunes qui étudient à l'étranger et qui viennent compétir avec lui sur des emplois offerts au Sénégal. Faire en sorte que étudier au Sénégal, on soit compétitif au niveau mondial. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes à la 3e année, cette année on entame la 4e année, mais à la 3e année de l'arrivée du président de la République, M. Macky Sall. Les jeunes qui sont venus à l'université durant l'année 2012-2013, ce sont parmi ces jeunes que nous avons eu 2 jeunes. L'un à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 3e année de licence de mathématiques. L'autre en 3e année
de licence de mathématiques à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, qui ont réussi au concours combien difficile de l'école polytechnique de Paris. Ils étaient en compétition avec des Russes, avec des Chinois, avec des Brésiliens, avec des Asiatiques, avec des gens des pays de l'Est, avec des Américains. Il y avait 12 places. L'un a été 5e, l'autre a été 9e. C'est un pas très important. Le deuxième aspect de la réforme, nous avons démocratisé, nous avons rétabli l'équité dans l'orientation des bacheliers. Vous n'avez plus d'intervention, d'ailleurs personne n'en parle, tellement maintenant c'est entré dans les mœurs. Et nous avons eu d'ailleurs un résultat extraordinaire parce que cette année, la plateforme a été ouverte en 15 jours. Et au bout de 15 jours, nous avions 94% des bacheliers qui étaient déjà inscrits sur la plateforme. Ceci est extrêmement important. La réforme a permis de démocratiser et de rendre transparent l'attribution des bourses. Tous ceux qui ont eu des mentions assez bien ont eu la bourse entière. Il n'y a pas eu de réclamation, ni chez vous d'ailleurs dans la presse. On n'a vu aucune réclamation. Et la réforme a introduit une prime à l'excellence en créant les bourses d'excellence. Ceux qui ont eu la mention bien, la mention très bien, ont tous eu des mensualités de 60 000. Les appels à candidature pour les bourses d'excellence extérieure sont publics, publiés dans vos journaux, publiés dans la presse. Et dans quelques jours, nous allons publier les attributions définitives. Et ainsi de suite. Les enseignants sont en train de faire des efforts importants pour rattraper le temps perdu. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Lorsqu'une faculté comme la fac de lettres, que je félicite, arrive quasiment à terminer son année et ne devoir faire que les examens de rattrapage au mois d'octobre, mais j'en suis très heureux et je salue l'effort des enseignants de cette faculté. Et j'en appelle aux autres enseignants des autres facultés qui font des efforts, mais d'en faire encore plus, pour qu'on rattrape ce gap qui va nous permettre de redresser complètement notre système. Il y a des infrastructures énormes qui sont en cours. La réhabilitation des amphithéâtres à l'UCAD a commencé. Il faut y aller, faire le reportage. Pour que les gens, parce que à la rentrée, nous serons obligés de mettre des tentes pour que les étudiants puissent étudier en même temps que nous modernisions l'ensemble des infrastructures qu'il y avait. Les travaux des 100 salles de travaux pratiques ont démarré. Vous allez à Saint-Louis, à Bambey, à Ziguinchor et à Thiès, l'extension, le programme d'extension des universités a démarré. Et beaucoup d'autres infrastructures vont démarrer. Et nous allons faire une tournée du 8 au 13 octobre avec tous les partenaires, y compris la presse, pour qu'on regarde qu'est-ce qui est en train d'être fait. Les équipements ont commencé à être livrés. Les universités, dans le cadre de leur contrat de performance, en ont commandé. Le ministère en a commandé. Et nous avons un gros programme encore d'équipement de plus de 2 milliards dont la commande, le dossier d'appel d'offres a été lancé. Nous avons déjà le marché au niveau de la DCMP pour les travaux de la Cité du Savoir. Donc la réforme est bien lancée. Et c'est ça qui est le plus important. Les problèmes, on les gérera au fur et à mesure et je vous assure qu'il y a des problèmes qui ne se gèrent pas en une année. Il y a des problèmes, c'est une décennie pour les gérer. Mais nous avons fait de grands pas. Et ce programme, cette réforme et ce programme
vont compléter et renforcer. Et comme l'a dit Ibrahim, c'est que la réforme, ce ne sont pas simplement, comme dit l'autre, les mesures qui fâchent. Mais les mesures qui fâchent ne l'ont été que pour préparer les grandes mesures qui font l'avenir. Et c'est sur ça que nous sommes, et c'est sur ça que le président de la République insiste pour accélérer leur mise en œuvre. Vous me permettrez de donner à Ibrahim, parce que lui, j'ai la chance de professeur Diallo était vice-présidente, Ibrahim était aussi vice-président au niveau du comité de pilotage de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Merci, monsieur le ministre. Effectivement, avec votre générosité, j'ai eu la chance d'être avec le professeur Diallo, alors que rien ne préjugeait de position actuelle aujourd'hui où nous sommes, parce que simplement nous étions animés de l'esprit patriotique. Vous nous avez appelé à venir réfléchir pour le pays, derrière vous et derrière le président de la République, autour de qu'est-ce qu'il doit faire l'enseignement supérieur. Et je pense qu'on s'y est donné à cœur joie. Mais je voudrais revenir sur un aspect, plus sous forme d'éléments de comparaison. Ça peut paraître très paradoxal, l'énergie, les ressources et les moyens que le gouvernement est en train de mettre dans l'enseignement supérieur. Mais parce que toutes les études ont montré que le premier facteur de développement économique et d'émergence, c'est le capital humain. Nous ne pourrons jamais espérer atteindre le niveau de développement auquel on aspire si nous ne ferons pas la rupture douloureuse d'avoir un système d'enseignement supérieur qui est bon et surtout qui donne de l'espoir et qui permet d'avoir des compétences et des ressources humaines pour porter le développement économique. Vous savez, le grand risque qui peut se passer avec le PSE, c'est que nous ayons des secteurs productifs qui émergent, des entreprises qui se développent, des investissements nationaux et internationaux qui arrivent, mais que nous n'ayons pas les compétences pour pourvoir les emplois. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est d'autres nations, comme ça se passe dans le monde, parce qu'avec la mobilité aujourd'hui tout est ouvert, c'est d'autres fils d'autres pays qui vont venir occuper ces emplois. Donc, je pense que ce qu'on dit par rapport à cette réforme du système de l'enseignement supérieur, c'est le chemin obligatoire. C'est le chemin obligatoire pour rendre disponibles les ressources humaines. Moi, je pense que nous devons tous, j'ai l'habitude de dire au ministre, que nous devons tous les matins, prier pour vous, pour que les réformes douloureuses que vous avez engagées, que tout le monde soit derrière vous. Mais je pense que nous avons passé une étape. Il faut qu'on le confesse, qu'on se le confesse et qu'on s'accorde pour dire que honnêtement, le Sénégal a fait depuis ces 2 dernières années d'un pas de géant. Maintenant, comme dit le ministre, les problèmes, il y en a toujours. Mais nous n'allons pas attendre d'éteindre totalement tous les problèmes pour attaquer l'autre versant. Sinon, on aura accusé un retard. Tout se mène conjointement et c'est tout le sens de la réforme aujourd'hui sur lequel le professeur Anissa Diallo est choisi comme champion. Et je peux vous dire que franchement, elle le mène avec brio. La question c'est qu'est-ce qu'on y gagne? Madame Sall Diallo a répondu parce qu'on est des Sénégalais. Si c'est le Sénégal qui gagne, enfin, nous l'espérons parce que moi quand j'entends parler du plan sénégalais émergent, moi je dis plan sénégalais. Parce qu'effectivement, le risque est là. On peut être émergent sans créer suffisamment d'emplois pour le Sénégal. Donc il faut que le Sénégal soit émergent. Si chaque Sénégalais est émergent, on n'a plus besoin de parler du Sénégal. Et je dirais que nous, c'est ce que nous faisons concrètement. Quand vous dites 10% par 90% d'action, moi je dirais même 99% d'action. Nous ne sommes pas très loquaces. Nous ne sommes pas très à l'aise devant les caméras, parce qu'à la base, nous sommes des ingénieurs et notre boulot, c'est de trouver des solutions. Voilà, nous sommes là pour apporter des solutions. Je pense que la première solution, ça a été avec le calcul technique. Je suis heureux de voir Bamba et Marianne que j'ai bien vu. Parce que si Mme Diallo est venue nous voir, c'est parce que ce qu'on a fait à l'EPT a été une réussite. Donc, je les associe entièrement dans cette scénario-là. Alors,
moi je dirais plutôt qu'est-ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est participer à la sélection des candidats, c'est participer à leur formation, leur mettre à disposition une partie de notre infra que nous allons renforcer et les apporter également notre expérience, notre vécu. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Entreprendre au Sénégal, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Les réformes sont là, c'est vrai. Le gouvernement fait des efforts, c'est vrai. Mais le temps d'une entreprise, ce n'est pas le temps du gouvernement. Ce n'est pas le temps du magistrat. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Nous, on a des besoins concrets et il faut que ça aille vite. C'est surtout ça, en fait. Parce qu'en face, vous avez des multinationales qui sont là, qui arrivent dans ce pays, qui gagnent des marchés à des dizaines, des centaines de milliards parfois, et nous l'entendons dans la presse. Ce ne sont pas des gens qui sont plus capables que nous. Sauf que tant que le système sera tel quel, ils gagneront toujours, parce qu'ils auront toujours plus de références, plus de moyens. Et c'est là également où nous attendons le gouvernement. Dans cette préférence nationale, à un moment, il faut que, si on veut que les Sénégalais soient émergents, il faut la préférence nationale. Parce que c'est quoi la capacité? C'est quoi être capable? C'est quoi être capable de mettre un système financier? C'est quoi être capable de mettre en place des logiciels, mettre en place des infrastructures? Nous en sommes capables. Alors si vous me demandez est-ce que je l'ai déjà fait 20 fois en France, je vous dirais non. Est-ce que je l'ai déjà fait une fois? Je vous dirais oui. Mais si en face vous mettez une multinationale qui l'a fait 100 fois, bien entendu, vous allez le faire. Et donc autant on va demander à ces jeunes d'entreprendre, il faudra leur faciliter l'accès au marché. Mais sinon, toutes ces entreprises-là, y compris Ideal, sont vouées à l'échec. Et le risque, il est là. Moi, je vous le dis. Aujourd'hui, quand vous venez ici, c'est très beau, c'est très joli. Nous avons fait énormément d'efforts, nous avons beaucoup investi. Mais le risque, il est là. Le risque, il est là qu'on se fasse phagocyter par les multinationales. Et moi, je vous le dis, quand vous prenez ces multinationales, vous allez au Maroc, vous disséquez les types d'emplois qu'ils créent. Ce sont des testeurs, des homologateurs. Ce ne sont jamais des gens qui sont dans la conception. Si je ne me trompe, à l'école polytechnique, on forme des ingénieurs de conception. Je ne me vois pas demander à mes ingénieurs de faire du test. Je veux qu'ils fassent de la conception. Je veux qu'ils soient émergents. Notre rêve, c'est que ces gosses, au bout de 3 ans, puissent acheter une maison, puissent avoir leur voiture. C'est ça être émergent. Et il faut que ces choses-là, qu'on puisse les mesurer. Pour ça, quand Mme Diallo est venue me voir pour me dire qu'on a ce programme-là, nous voulons aider les jeunes. On n'a pas beaucoup d'argent. Il faut y aller. Je dis oui, on va y aller. On va vous accompagner. Mais par contre, ce que je ne voudrais pas voir, c'est que des étrangers viennent comme des experts et se fassent payer comme des rois. Parce que c'est ça le tort aussi qu'on fait à ces entreprises. On nous sollicite souvent, mais très rarement on nous reconnaît notre juste valeur. Et tant qu'on sera dans ce cycle-là, le Sénégalais ne sera pas émergent. Et moi, mon rêve, c'est que le Sénégalais soit émergent. Et voilà, nous le faisons avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Et je pense que nous allons le réussir, parce que nous avons l'habitude de réussir ce que nous faisons et de ne pas surtout annoncer ce que nous faisons. Nous le faisons et puis on laisse les gens le constater. Et je pense qu'on va y arriver. En tout cas, même les plus jeunes ici, Ideal, sont très contents, très motivés que Ideal ait été choisi pour accompagner le PSJ. Et je dirais tout simplement action. Je voudrais juste insister par rapport à un point qu'il a évoqué. Ce que Yaya a dit, c'est ce que l'on appelle internationalement la croissance extravertie. Pourquoi une croissance extravertie? La croissance, elle est extravertie quand il y a effectivement une croissance, mais qui profite à d'autres. Autres, c'est les multinationales. Il a parfaitement raison et je pense que le plan Sénégal émergent est clair sur ce point. Nous voulons une croissance qui est inclusive, donc qui impacte les Sénégalais. Je pense que le message est très clair. Les instructions ont été données et je dis ça juste pour apaiser votre crainte que nous travaillons, pas dans le sens d'une croissance extravertie, mais bien d'une croissance inclusive. Nous n'y arriverons pas seuls.
il faut également que les Sénégalais en soient conscients et qu'eux-mêmes fassent les efforts qu'il faut. Le Sénégal ne sera pas émergent si les Sénégalais ne s'engagent pas. Il faut que les Sénégalais s'engagent pour que le pays puisse être émergent. C'est ça le credo du PSEJ. Je m'engage pour moi, parce qu'on fait référence à l'insertion professionnelle, et je m'engage pour mon pays, parce qu'on fait référence au patriotisme économique. Voilà le credo. Ouais. Je voudrais peut-être... Je pense que c'est... Moi j'aime bien le débat que pose M. Diallo sur la place du secteur privé national dans l'émergence. Je ne sais pas si vous avez suivi, il n'y a pas une sortie que je fais dans laquelle je réitère le propos suivant. L'émergence qu'on appelle n'adviendra pas si le secteur privé national ne joue pas, n'y a pas sa place. Ça, je le répète toutes les fois que j'ai l'opportunité, en tout cas de le dire. Mais il faut aussi qu'on sache une chose. Nous sommes dans un monde global de compétition. Ça demande un effort de tous. Si vous saviez le nombre, je ne sais même pas si je vais aller dans le micro, si vous saviez la somme d'énergie, de stratégie, d'initiatives que nous déployons en interne pour positionner l'entreprise nationale, c'est loin de ce que vous pouvez imaginer. Toutefois, il faut le dire, nous avons besoin de véritables entreprises compétitives. Ça, le secteur privé national est d'accord là-dessus. C'est un long chemin. Vous ne pouvez pas dire au nom de la démocratie, au nom de la transparence, il faut mettre en compétition. Et quand on met en compétition, il faut vraiment des critères. Maintenant, comment parvenir à ce jeu d'équilibre entre la préférence nationale et l'obligation de transparence? C'est là où se trouve le jeu. Je voudrais vous rassurer en vous donnant une information. Le président de la République, le 7 avril 2015, lors du conseil présidentiel sur les politiques publiques, avait instruit le boss d'organiser un forum sur la participation du secteur privé national dans les projets phares, dans la mise en œuvre des projets phares. Nous sommes en train de travailler et sur cet exercice, nous avons donné le leadership au secteur privé. Nous avons mis en place 6 groupes thématiques, dépendant des domaines dans lesquels évoluent les projets phares. Et nous avons demandé au secteur privé national, on va faire la chose suivante. Vous déconstruisez la chaîne de valeur de chaque projet. Vous essayez de voir là où vous êtes fort. Et vous vous positionnez. Et demain, devant le président de la République, vous direz tel pan d'activité. Ce n'est pas la peine de faire appel au monde extérieur. Nous sommes capables de l'assumer et nous sommes capables de le faire. Mais encore faudrait-il que le secteur privé s'entende. Parce que nous ne pouvons pas dire on exclut tout le monde et nous ne savons pas déterminer les règles du jeu national pour savoir qui choisir. Je pense qu'il y a un dialogue frontal. Votre point est très intéressant parce que moi, comme je dis, nous ne pouvons pas faire l'émergence. Nous pouvons certes faire du développement, mais nous ne ferons pas l'émergence telle que nous le voulons si le secteur privé national ne gagne pas de l'argent. Énormément d'argent, construit, crée de l'emploi, se développe, attaque les marchés extérieurs, c'est-à-dire sature sur le marché national jusqu'à attaquer les marchés extérieurs. C'est ça l'ambition, c'est ça l'émergence, ce n'est rien d'autre. Et sur ce point-là, nous sommes fondamentalement d'accord avec vous. Seulement, nous devons travailler à construire ensemble le mode opératoire. Voilà vraiment ce que je voulais dire, mais je vous rassure, je pense que c'est un point très important. Moi, je vous dis, M. Wade, du câblage au développement d'applications mobiles, nous sommes capables. Excellent. C'est notre